There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ripcast, le podcast dédié à la franchise NBA des Portland Trail Blazers. Au programme aujourd'hui, transferts, échanges et signatures de contrats. On va discuter ensemble de la Free Agency 2020 et des attentes concernant Portland. Alors pour en discuter avec moi, on va retrouver ceux qui sont déjà assurés de disputer la deuxième saison du Ripcast. Tout d'abord, Adrien, comment vas-tu ? Hello Lilian, ça va ? Il avait laissé très généreusement sa place à Alan pour le podcast sur la draft. Mais on va bien sûr le retrouver pour cette deuxième saison du Ripcast. C'est Florent, comment vas-tu ? Salut, ça va très très bien, impatient de voir ce qui va nous arriver. Alors on va donc parler de cette Free Agency 2020 avec les différents agents libres de Portland ainsi que les cibles potentielles sur lesquelles pourrait se penser Neil Olshey. Alors tout d'abord, on vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast. Vous avez vu également que nous sommes désormais sur YouTube, c'est la petite nouveauté. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. En attendant, saison 2 du Ripcast, épisode numéro 12, on est parti. Et avant de se concentrer pleinement sur la Free Agency, on va d'abord parler des quelques nouvelles qui sont sorties depuis notre podcast sur la draft. Alors, on s'est embêté à inviter Alan d'envergure pour qu'au final, le general manager des Blazers, Neil Olshey, décide de se séparer du pick 16. Alors, on va pas lui en vouloir parce que on va dire qu'il s'en est plutôt servi à bon escient. À peine le marché s'est ouvert le lundi 16 novembre que Portland a effectué un échange. En effet, Robert Covington, l'ailier des Rockets, arrive en provenance de Houston en échange de Trevor Ariza, qui n'est déjà plus un Rocket, du choix numéro 16 de Portland, ainsi que d'un choix du premier tour 2021. Alors, enfin un ailier de qualité à Portland. Ça fait désormais quelques jours qu'on a connaissance du trade. Alors, messieurs, quel est votre avis sur cet échange ? On va peut-être commencer avec toi, Florent. Une fois de plus, c'est un exemple, j'allais dire, un trade surprise, mais assez intéressant parce que c'est typiquement Robert Covington et typiquement le joueur dont on avait besoin. Il a le profil vraiment qu'on cherchait. On avait besoin d'un ailier depuis plusieurs saisons, même d'ailleurs. Il en est un. On avait besoin de défense. C'est un bon défenseur. Il est aussi capable d'artiller à longue distance et c'est toujours utile, on avait besoin. Donc je pense que c'est plutôt une bonne pioche. En tout cas, il coche un peu toutes les cases des besoins dont on avait. Et c'est toujours important quand un joueur arrive qui soit là plus pour des besoins que pour avoir un énième archi-score n'est pas vraiment la priorité pour nous. Mais là, voilà, il va nous apporter ce qu'on veut, c'est-à-dire un ailier polyvalent en plus. Il peut jouer 3 et 4, ça aussi c'est utile. Et puis voilà, du shoot, de la défense. Je pense qu'il va s'intégrer assez facilement dans cette équipe. Non, moi je suis assez content de ce petit coup, qui n'est pas un si petit coup que ça d'ailleurs. Alors, Florent nous a dressé déjà le portrait de Robert Covington. Est-ce que, Adrien, tu peux nous parler un peu donner ton avis sur la transaction en elle-même ? Est-ce que tu trouves que c'est juste d'avoir donné Trevor Ariza et 2 picks du premier tour de draft pour Robert Covington ? Non, je trouve pas. Moi, je suis très content de cet échange pour les mêmes raisons déjà sur le joueur qu'a cité Florent. Et ensuite, on envoie Trevor Ariza. Trevor Ariza, c'est quand même vieillissant et je pense qu'il avait un contrat expirant, donc je pense que c'était le moment ou jamais. Comme vous l'avez dit, c'est un échange un peu surprise. Disons que c'est la situation de faiblesse à Houston avec les envies de départ de James Harden et de Russell Westbrook qui ont fait que le trade a été possible. Et là, je suis à sauter sur l'occasion et je pense que c'est la bonne chose à faire. On envoie notre pick 16, comme tu l'as dit. Pick 16 d'une draft qui est a priori moyenne, en tout cas voilà, sans gros superstar. Voilà, on n'est pas certain que ce soit une excellente draft. Plus notre pick de l'année prochaine,
Ça sera vraisemblablement, sauf catastrophe, un pic entre les places 18 et 25 a priori. Que ce pic protéger l'autre, donc c'est-à-dire que si on venait avoir une avalanche de blessures, on ne se le souhaite pas évidemment, hein, on a déjà trop souffert à ce niveau-là, mais si jamais on venait à faire une saison catastrophique et qu'on ne se qualifiait pas en play-off, le pic nous reviendrait. Donc moi je trouve que c'est pas si cher que ça pour le joueur qu'est Covington. Personnellement, je suis fan du joueur, on en avait parlé, qu'on en a dit, un mec qui sait shooter et qui défend fort aussi, hein, et c'est un très fort défenseur, Covington, on l'a vu cette année, même quand ça switch sur des grands. Très grosse allonge aussi de 18, c'est énorme pour vous comparer. Giannis c'est 2,20 et LeBron c'est 2,14. Lui il a 2,18, c'est énorme. On voit même quand ça switch sur des pivots. C'est très costaud. First team all defense 2007-2018. Alors moi j'ai une petite, on peut avoir quelques petites interrogations quand on regarde ses pourcentages aux Rockets. Il est à 32% cette année, mais si tu regardes il a 50% en playoff. Et c'est un joueur qui forcément quand il va arriver dans le collectif de Portland avec un meneur gestionnaire comme Damian Lillard et quand ça va trap, quand il va drive, quand CJ McCollum va drive, il va forcément avoir ses shoots ouverts et je pense que son pourcentage va naturellement remonter aussi avec un pivot passeur comme Yusuf Nurkic. Je pense qu'en tout cas, il sera dans les conditions idéales pour performer et moi je pense que vraiment c'est la très très bonne surprise de cette pré-saison, on va dire. Et je pense qu'il faut pas trop considérer son passage à Houston parce qu'il était quand même dans une situation assez particulière où il devait jouer poste 4 voire pivot de temps en temps, donc ça lui demandait des gros efforts sur le plan défensif, aussi au rebond. Avec PJ Tucker, il devait se farcir le boulot du rebond, le boulot d'un pivot en quelque sorte. Et oui, pareil que vous, je pense que c'est un très beau swap par rapport à Trevor Ariza. Robert Covington, il a 29 ans, il me semble. Il lui reste, là, on le prend avec 2 années de contrat. C'est ça aussi, ouais. Certes, à 12 millions, mais j'ai envie de dire, c'est désormais un peu le prix pour un role player de qualité, surtout sur les ailes. Ouais, c'est même pas forcément parce que c'est le genre de profil qui est très recherché en NBA, donc c'est le prix à du ce marché. prix-là, oui, c'est le prix du marché, c'est même un bon prix parce que ce genre de profil, en plus, on connaît les qualités de Covington, ça se monnaie plutôt bien, donc à 12 millions sur 2 ans, c'est plutôt, d'un point de vue salarial, c'est même plutôt une bonne opération. Mais malgré tout, alors malgré qu'on ait tradé ce choix 16, les Blazers ont quand même sélectionné un joueur à la draft. Il s'agit de CJ Elleby avec le choix 46. Alors c'est un ailier en provenance de Washington State qui a passé 2 ans en NCAA, qui affiche des moyennes de 16 points, 7 rebonds, 2 passes et 1 interception en 30 minutes de jeu. Alors c'était plutôt une surprise de voir ce joueur drafté par Portland. Il y avait beaucoup de rumeurs autour de Jay Scrubb qui a finalement été sélectionné en 55, qui était donc dispo pour Portland, mais Neil Olshey a fait le choix de passer dessus. Alors messieurs, on ne connaît pas forcément très très bien ce joueur, mais est-ce que vous avez déjà un peu pu regarder quelques images de lui et qu'est-ce que vous en pensez, Adrien? Ouais, comme tu l'as dit, on attendait tous Jay Scrubb, hein. On attendait tous Jay Scrubb parce qu'on en a parlé. On a reçu Alan aussi notamment qui nous a dit qu'il avait workout à plusieurs reprises avec nous. Neil Olshey était fan du joueur, etc. On a même vu passer sur quelques papiers qu'il était même prêt à le prendre en 16. Et là, on voit qu'il le prend pas en 46. Donc grosse surprise. Peut-être que au vu de sa cote qui aurait baissé au moment de la draft, il s'attendait à faire comme ce qu'il avait fait avec Jalen Howard l'année dernière, c'est-à-dire que le joueur soit undrafted et le récupérer en two-way contract. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé puisqu'il a été drafté en 55. Là, on draft un joueur que CJ Elleby, qui pour le coup avait un rôle dans son équipe à Washington State University où c'était le franchise player, le mec qui a la balle en main. Ça sera pas le cas à Portland. Mais voilà, c'est un joueur qui apporte quand même pas mal de garanties en attaque. C'est un mec qui sait scorer. On a appris hier, qu'il n'avait pas workout une seule fois avec nous, qu'il avait quelques échanges avec le front office, mais qu'il n'avait pas workout avec nous, donc étonnant. Après, on fait confiance à Neil Olshey, voilà, sur ces pics-là, on l'a dit, hein, les pics de second tour sur les dernières années, que ce soit Allen Crabbe, Will Barton, Jake Lehman, Gary Trent Jr. plus récemment, Pat Connaughton, voilà, il sait y faire, donc in Neil we trust, voilà, on lui fait confiance. On a eu quelques retours de Jamal Crawford, c'est un natif de Seattle, CJ Elleby, et donc il a fait tous les camps de Jamal Crawford et qui dit que c'est un style, mais bon, ça faut pas trop s'y fier parce que voilà, si on regarde un peu sur tous les pics de fin de premier tour ou de second tour, tu auras toujours un gars
qui va te dire que c'est le style de la draft. Donc voilà, wait and see, on attend de voir. Malheureusement pour lui, il n'aura pas de Summer League pour se jauger, en tout cas pour qu'on puisse le voir jouer, mais il a l'air d'avoir un bagage assez intéressant quand on regarde ses highlights. Donc on va voir, il va sûrement faire pas mal de G-League cette année. Voilà, wait and see. Et est-ce que justement, tu l'as dit, il est originaire de Seattle, il a fait son lycée dans l'État de Washington, il a fait sa fac dans l'État de Washington. Est-ce qu'avec le fait que la saison soit très raccourcie, tu l'as dit, il y aura pas de Summer League, il va directement intégrer le groupe des Blazers. Est-ce que Nail O'Shea, il n'a pas fait un choix plus, on va dire, plus assuré en décidant de choisir quelqu'un qui est de la région, qui va peut-être pouvoir s'adapter assez facilement? En plus, c'est un joueur qui a un jeu très axé sur le tir. Donc, potentiellement, tu te dis que si tu lui donnes des minutes, il peut contribuer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Florent? C'est peut-être en effet un critère à prendre en considération et c'est pas idiot. C'est sûr que ça va être une saison très compliquée hein, pour lui comme pour les autres. Ils vont avoir quelques matchs, 3 je crois, juste avant de pré-saison et tout de suite ils vont être dans le grand bain. Va falloir gérer ça, mais oui, il y a peut-être aussi une volonté, ouais, de pas prendre un joueur un peu, de le déloger, de le brusquer. Bon après alors, ils sont jeunes, mais en même temps sont aussi des grands garçons. Ils sont là pour s'habituer, puis ils vont devoir s'habituer, ça fait partie de leur métier. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est un petit natif, donc c'est toujours sympathique, voilà, d'avoir un local de plus, on va dire, dans la franchise. Mais voilà, après, comme tout le monde, j'étais très surpris parce que c'est vrai qu'il n'était pas dans les rumeurs et puis il a même pas fait de workout. Donc c'est vrai que ça a un peu surpris, mais voilà, on lui souhaite le meilleur. Mais il peut être intéressant. Puis comme tu l'as dit, il fera sans doute aussi un petit passage en G-League où il devra se développer et montrer les crocs pour accéder le droit de jouer en NBA. Voilà, moi je lui souhaite le meilleur. Après, voilà, c'est toujours très compliqué. Les draftés, les pics de draft, ça reste des chèques en blanc. Hein. Tu sais jamais vraiment la valeur que ça a. Donc voilà. Après, faut savoir les développer, faut savoir les travailler. Il y a eu des réussites et des moins bonnes réussites du côté de Portland ces dernières années. Donc voilà, espérons que ça matche et que ça réussisse. De toute façon, c'est surtout dans 3 ans qu'on commencera à vraiment savoir si c'était une bonne pioche ou pas. Et désormais, on va parler gros sous. C'est ce qui nous intéresse dans cet épisode. Alors, on va faire un petit point sur la situation de Portland avant cette Free Agency 2020 qui va commencer ce soir. Au moment où on enregistre, on est le 20 novembre. Les joueurs sont autorisés à discuter avec les équipes et ils pourront signer à partir du 22 novembre, c'est-à-dire dimanche. Alors, pour le moment, Portland a 9 joueurs sous contrat. La masse salariale des Blazers s'élève à 104 millions, en sachant que la luxury tax, elle, pour la saison 2020-2021, est fixée à 132 millions. Alors, la situation n'a pas beaucoup bougé pour Portland par rapport à l'an dernier. On a toujours assez peu de moyens et Nail O'Shea va devoir se débrouiller en réussissant des coups. Mais il va quand même y avoir des choix à faire, notamment au niveau du personnel à re-signer ou non. Donc, on va d'abord parler des agents libres de Portland, ceux qui ne sont plus sous contrat mais qui pourraient revenir. On va peut-être d'abord parler d'un garçon qui a fait beaucoup parler et peut-être même trop. C'est Hassan Whiteside qui sort d'un énorme contrat qu'il avait signé avec Miami. Il tournait à peu près à 25 millions la saison. Est-ce que, je vais la poser à vous deux, un qui veut se lancer, est-ce que Portland va faire revenir Hassan Whiteside? Alors, moi personnellement, en tout cas, après, le problème, c'est que je pense qu'ici, on est tous loin d'être convaincus par le joueur. Après, la question, c'est à quel prix. Moi, je serais d'avis de te dire que peu importe le prix, j'ai pas envie de le revoir sous une tunique des Blazers la saison prochaine. Après, faut voir à quel prix. Mais de toute façon, va pas falloir faire des folies, va pas falloir donner trop d'argent à trop de monde sur trop longtemps. Et encore moins à Hassan Whiteside, moi je pense que ça y est, faut tirer un trait. On va en parler plus tard, mais on a quelques cibles à la free agency pour pourquoi pas comment dirais-je, les introduire directement sur le poste d'ailier, voire ailier fort, qui ferait que tu décalerais Zach Collins en backup et à partir de là, tu n'aurais plus besoin d'Hassan Whiteside. Moi, après, j'ai l'impression que quand même la franchise a l'air de plutôt bien l'aimer.
Est-ce qu'il va être gourmand ou pas? Moi, je préfère qu'il soit gourmand et qu'il aille choper son gros contrat ailleurs. Mais personnellement, ça m'étonnerait qu'on conserve Hassan Whiteside. Toi aussi, Florent, tu penses comme Adrien est-ce que, comme Adrien, même à un prix dérisoire, tu re-signerais Hassan Whiteside? Est-ce que tu te laisserais tenter? On sait que tu es un de ses plus grands partisans dans le podcast. Oui, je suis le trésorier de son fan club. Mais non, je pense qu'Adrien a évoqué la chose essentielle, c'est à quel prix. Lui a plutôt la réputation d'être gourmand à ce niveau-là. Nous, on n'a d'abord pas les finances pour être généreux, et puis je trouve quand même que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Tout dépendra du prix. Moi, je serais quand même partant pour tenter, parce que dans la rotation, il peut quand même être utile. On est sévère avec lui. C'est vrai qu'on était aussi sévère avec lui parce qu'il avait un très gros salaire, un très gros contrat. Maintenant, si on lui donne un contrat un peu plus raisonnable, un contrat un peu plus taillé par rapport à ses performances, ça reste quand même un joueur qui est capable de faire du bon boulot. Je pense notamment face au second unit, au banc adverse. C'est là où voilà, ses faiblesses seront un petit peu moins criantes. Et il peut faire mal, mais voilà. Donc la question, ce sera quel prix. Je pense aussi du côté de Portland, il l'aime bien et je pense qu'ils seront tentés de lui faire une proposition. Maintenant, ça va être à combien? Ce qu'il faudrait pas quand même, c'est lui faire un contrat. D'abord, je pense que ce serait bien de lui faire un 3+1, ça serait peut-être pas mal. Et puis, pas forcément un 4 direct. Et puis voilà, ne pas briser non plus le peu d'argent qu'on a sur Whiteside, c'est-à-dire lui faire une offre. S'il la signe, tant mieux, mais voilà, mais pas prendre de risque, pas avec ce joueur-là, pas avec ce profil-là, de mettre un peu trop pour lui et se serrer la ceinture ensuite pour le reste. Il n'est pas prioritaire, je pense. Donc il faudra négocier sec avec lui. Et puis il faudra voir aussi une chose, c'est que je suis pas sûr non plus qu'il ait énormément d'offres. De part et d'autre, je suis pas sûr que le téléphone de son agent sonne énormément. C'est pas un profil hyper convoité. On parlait tout à l'heure des profils sous Andy pour Robert Covington. Le profil de Whiteside en NBA aujourd'hui, ça n'a pas une très très grosse valeur sur le marché. Hein. Prenez un type comme Steven Adams, pareil, il y a 2-3 saisons, il serait parti pour cher. Aujourd'hui, combien il vaut? Whiteside, c'est un peu pareil, il vaut pas très cher. Je pense aussi qu'il faut qu'il s'en rende compte et que son agent s'en rende compte. Donc voilà, lui faire une offre, je pense que Portland le fera. Je pense qu'on a raison de le faire parce qu'il peut quand même rendre service. Maintenant clairement pas en titulaire. Maintenant, s'il faut choisir lui ou un autre potentiel, je pense qu'il vaut mieux choisir l'autre potentiel. Et ne pas se serrer et foutre en l'air le cap pour Whiteside. En tout cas, je pense que le front office a un peu tous les éléments pour prendre sa décision. Je m'explique en disant ça, c'est que ce qui a été appréciable, c'était de le voir dans la bulle derrière Jusuf Nurkic en tant que backup, voir ce qui serait potentiellement son rôle si on le re-signe. Et c'est là où moi, comme Adrien, peu importe le prix qu'il voudrait, je le re-signerai pas parce qu'on a vu que ses largesses défensives, ses sautes de concentration, même quand il ne joue que 5-10 minutes, eh ben, il en a quand même une action sur deux, il ne joue pas. Et donc, c'est ce qui me fait pencher vers le fait de ne pas le re-signer parce qu'on a vu ce que ça pouvait donner en tant que backup et que c'était pas forcément très convaincant. Donc, on va maintenant passer sur le cas Whiteside. On va se tourner vers les ailes et il y a deux dossiers assez différents. On va d'abord parler de Carmelo Anthony, arrivé en cours de saison dernière, qui a fait plutôt une belle saison pour son retour en NBA. Est-ce qu'il va être gourmand, mais est-ce que surtout il va avoir des offres d'autres équipes qui feraient qu'il pourrait aller voir ailleurs? Florent, peut-être. Est-ce qu'il va être gourmand En fait, ça va beaucoup dépendre de s'il a des offres. D'abord, ça a plutôt bien fonctionné. Sa saison a été plutôt bonne et je pense qu'il se sent bien à Portland et que Portland l'apprécie. Donc, je pense qu'il y aura une tentative de la part du front office de lui faire quelque chose. Est-ce qu'il aura beaucoup d'offres? Il a 35 ans. C'est sûr que c'est l'un des critères les plus importants. Mais il a montré de belles choses et il garde son palmarès, il garde son nom qui fait voilà que ça, pour ces joueurs en fin de carrière, ça les aide un petit peu à redorer leur blason et à redorer leur salaire. Je pense qu'il faut tenter pareil de lui faire une offre, on verra combien.
il a quand même très bien gagné tout au long de sa vie, donc je pense qu'il sait aussi il s'est rendu compte quand même à Houston et un petit peu avant que sur le marché, le téléphone sonnait pas trop. Je pense qu'il sera pas trop gourmand non plus. Moi, je crois toujours au scénario qu'il aille aux Knicks parce que son fils vit toujours à New York, il est très proche de lui. Mais s'il a pas d'offre de là-bas, je pense qu'on peut l'avoir, oui, à un prix assez intéressant. Et il serait quand même utile à montrer de belles choses. Lui, par rapport à Watson, il est quand même beaucoup plus consistant. On sait un peu plus. Il est plus régulier, plus concentré tout simplement. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait essayer de le garder. Une fois de plus, pas à tout prix, mais je pense que le prix sera pas non plus fou parce que je suis pas sûr qu'il ait une valeur si grande que ça. Il a 35 ans et il y a 2-3 ans, il a vu quand même qu'il galérait un peu. Donc voilà, de le garder, oui, lui faire une offre, je pense que ça se fera. Mais voilà, après il y a moyen, pourquoi pas. Il a très bien gagné sa vie, hein, donc il y a moyen peut-être aussi de jouer là-dessus. Et puis il n'a cessé de répéter qu'il se sentait bien à Portland, donc il a une très bonne relation avec Lillard et McCollum, donc pourquoi pas. Si Adrien, tu n'as rien à rajouter, on va passer au cas Rodney Hood, qui a plutôt surpris son monde en ce début de semaine. On s'attendait à ce qu'il prenne sa player option après sa grave blessure en décembre 2019, sa rupture du tendon d'Achille. Il a décidé de tester le marché, ce qui a plutôt surpris parce que avec une telle blessure, on se serait dit qu'il allait jouer la carte de l'assurance. Est-ce qu'il y a vraiment il y aura également beaucoup de prétendants pour Rodney Hood quand on sait que c'est difficile de revenir de ce genre de blessure quand on est un joueur de basket. Adrien, quel est ton avis? Est-ce qu'il y a des équipes qui vont proposer plus que les 6 millions qu'il aurait pu avoir cette année avec Portland? Je pense que oui, parce que Rodney Hood, après, voilà, il a un profil un peu similaire à Melo si tu prends les 2-3 dernières saisons. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas trouvé sa place dans les dernières équipes où il était. Et il arrive à Portland et tout de suite, on lui offre cette confiance. Tout de suite, voilà, on l'installe dans le collectif et tout de suite, le joueur se met à rayonner. Moi, alors, déjà, il avait une player option à 6 millions, du coup, qu'il a refusé. Comme tu l'as dit, il sort d'une grosse blessure. C'est le tendon d'Achille, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Tendon d'Achille, voilà, on a vu les dernières nouvelles avec les Thompson, on sait que c'est une blessure où il y a beaucoup d'interrogations, voilà, au niveau de comment est-ce qu'il va revenir de sa blessure, pardon. Et après, voilà, si tu regardes ses 20 matchs à Portland, ses 20 premiers matchs, il a 45% à 3 points sur quasiment 4 tentatives. Ça reste très costaud. C'est un joueur qui défend assez nettement. L'interrogation, c'est autour de sa blessure, c'est ça. Est-ce qu'une équipe serait capable de lui proposer 10 millions à la saison sur plusieurs pour un joueur qui revient du tendon d'Achille. Donc c'est là que l'interrogation elle est parce que sur la production du joueur, il fait des très bons playoffs sur sa première année avec Portland, on s'en souvient contre Denver, au fameux match avec 80, même cette année sur ses 20 premiers matchs en tant que titulaire, c'est très très costaud. Donc l'interrogation, elle est sur sa blessure. Moi, je pense que oui, je pense qu'une équipe serait capable de lui donner plus, mais je pense que le joueur aura aucun intérêt à partir de Portland où il se sent très bien pour aller toucher 3 à 4 millions de plus. Je pense que personne ne va lui donner 15 millions à Rodney Hood. Donc moi, je pense qu'il aurait tout un intérêt à rester. Il a certes opt-out, mais il avait déjà dit en avril que même si il ne prendrait pas sa player option, c'est pour se voir à Portland l'année prochaine. Alors après, ça va dépendre aussi de toutes les arrivées. Je pense que voilà, il y a Covington qui vient d'arriver. On va en parler après, mais il y aura aussi disciples sur la free agency. Est-ce que ça voudrait dire décaler Rodney Hood aussi sur le banc? Donc ça, je pense qu'aussi ça va être un facteur important dans sa décision parce que c'est-à-dire admettons que tu signes un Paul Millsap par exemple, on va en parler après, mais tu signes un Paul Millsap, tu l'introduis dans le 5 avec Covington au poste 3, ça veut dire que tu dis à Rodney Hood, tu vas faire toute la saison sur le banc. Est-ce que Rodney Hood il va re-signer à Portland alors qu'on lui dit qu'il va être sur le banc? Je suis pas sûr, je pense qu'il a envie de jouer, qu'il se sent bien, mais je pense qu'il aurait quand même intérêt à rester à Portland, voilà. Mais en tout cas, voilà, la grosse interrogation pour moi, ça reste son retour de blessure. Et cette situation fait beaucoup penser à celle de Wesley Matthews il y a quelques années, qui s'était également rompu le tendon d'Achille, qui n'était plus sous contrat avec Portland et qui s'était vu proposer un énorme contrat par Dallas, qu'il avait très logiquement accepté. Mais on avait par exemple vu que pour Wesley Matthews,
Il avait perdu une grande partie de ses qualités athlétiques. Il n'était plus le même joueur qu'il était à Portland. Ouais, il n'est pas revenu à son niveau, clairement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner pour le cas Rodney Hood. Après, sur l'histoire je pense que même si on lui propose du banc, il aura un gros temps de jeu. Enfin, il aura un rôle de 6e homme. Donc, à la limite, est-ce que ça pourrait vraiment le gêner dans le fait de re-signer? Faut voir parce que on en a pas parlé aussi, mais après la blessure de Rodney Hood, il y a quand même un certain Gary Trent Jr. qui a explosé. Donc Gary Trent aussi, tu vas être obligé aussi de continuer à lui donner ses 25 minutes de temps de jeu. Donc je suis pas sûr qu'il aura un rôle si conséquent en sortie. Il aura son rôle, mais voilà, tu as aussi Gary Trent Jr. à qui tu dois donner des minutes et qui peut peut-être freiner un peu ou en tout cas réduire un peu le rôle de Rodney Hood en sortie de banc. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est là pour le coup, le fait que la saison soit retardée, ça joue pas enfin, le fait que la saison démarre maintenant en décembre, ça joue pas forcément en faveur de Portland parce que si ça avait commencé en octobre, Rodney Hood n'aurait pas été prêt à jouer, alors que là, en décembre, il le sera quasiment, ou alors il sera au bout de sa rééducation, et ça Mais a encore peut-être une joué fois, là, aussi, ça a peut-être encore joué une dans fois, sa décision. ouais, mais après, encore une fois, il y a l'interrogation aussi, s'il sera prêt Day One ou pas. Donc ça aussi, pour les franchises, ça sera un facteur à prendre en compte. Donc je pense que sa blessure, ça va être le facteur principal pour Rodney Hood. Et on va accélérer maintenant sur les free agents de Portland. On va parler de deux cas qui sont un peu similaires, Caleb Swanigan et Wenyen Gabriel, qui sont tous les deux arrivés en cours de saison dans le cadre du trade avec Sacramento pour faire venir Trevor Ariza notamment. Allez, on va partir sur Florent. On a deux profils assez similaires à l'intérieur, on va dire deux profils défensifs. Lequel des deux Portland va ou devrait garder? C'est compliqué. Moi, je tenterais bien sur Gabriel. Je trouve que voilà, c'est peut-être des deux, c'est peut-être celui à choisir. Et je trouve qu'il a montré des choses intéressantes. J'avoue, je l'aime bien. Donc, quitte à tenter l'un des deux, moi, je tenterais sur Gabriel. Je pense qu'il faudra de toute façon faire un choix. Hein. Ils pourront pas. D'abord, c'est pas forcément très utile d'avoir les deux. Et puis, il faudra de toute façon pas non plus. Voilà, pas s'encombrer non plus de trop de couteaux de ce genre. Donc, ouais, moi, je partirais plutôt sur Gabriel après avoir combien, mais moi, ce serait plus là-dessus que je pars. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi aussi, Adrien, tu pars sur Wenyen Gabriel qui a Ouais, pareil. défendu sur Anthony Davis en playoff. Enfin, il a Mais il a essayé. montré de belles choses. Hein. Ouais. Non, moi, perso, je suis assez fan du joueur. Sur toutes les minutes qu'il a eues cette année, je trouve qu'il a été bon à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain. Alors après, c'était peut-être aussi en raison de- disons, de l'attitude de Whiteside. C'est-à-dire que quand tu passes de Gabriel à Whiteside, tout de suite, tu as l'impression de voir le jour et la nuit. Voilà. Mais à l'inverse de Whiteside, c'est un mec qui va faire tous les efforts. C'est un mec qui va se battre sur chaque ballon. Ça se bat au rebond, qui est très mobile et qui a des mouvements latéraux aussi très rapides. Voilà, qui peut quasiment défendre 1-4. Voire 5 en fait. Enfin, après, voilà, pas de bannière élite, mais en tout cas qui est capable de guard et de switch sur pas mal de gars. Donc moi j'aime beaucoup son profil. Voilà, moi je pense qu'on a besoin aussi d'un mec comme ça. Alors il n'aura pas un temps de jeu astronomique, mais sur les quelques minutes où il va rentrer sur le terrain, voilà, tu sais ce qu'il va t'apporter. Voilà, du hustle, etc. Et tu as besoin de ces choses-là. Et pour moi, il apporte ça beaucoup plus que Swanigan, qui est un intérieur à l'ancienne, pas vraiment mobile, etc. Donc Gabriel, voilà, profil physique très intéressant. Et en plus, ça a l'air d'être un vrai good guy. On a vu quelques articles aussi passer. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le profil de Wenyen Gabriel. Je pense qu'il sera pas du tout gourmand. Donc ouais, Gabriel plutôt que Swanigan. C'est exactement ce que j'ai à dire à propos de Gabriel. C'est que tu sais ce qu'il fait sur le terrain et t'es pas déçu. Et ces joueurs-là en sortie de banc, c'est toujours utile, ça rassure les coachs, c'est bien quoi. Il va venir, il sait qu'il a quelques minutes, donc il va tout donner et puis il le fait plutôt bien. Il sait ce qu'il sait faire, il fait ce qu'il sait faire et il fait pas ce qu'il sait pas faire et il sait ce qu'il sait faire. C'est pas la phrase la plus claire du monde, mais bah, tant mieux, merci. Mais voilà, mais c'est utile aussi ces petits gars qui vont pas jouer grand chose, mais qui vont pas te faire des bêtises quand ils vont sur le terrain, et qui vont mettre de l'énergie, de l'envie et qui vont comprendre que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir gratter quelques minutes. Je pense qu'il a une bonne mentalité et des mecs comme ça, faut les garder. Ouais. Carrément. Ouais, c'est son deuxième contrat aussi en NBA, donc il va certainement pas regarder sur les chiffres, il va surtout essayer d'en trouver un déjà
pour pouvoir rester. Et puis il a trouvé un bon environnement à Portland, parce que c'est vrai qu'il n'a pas forcément eu sa chance à Sacramento. Et là à Portland, il est arrivé, il a eu tout de suite quelques minutes. Donc je pense que le front office pourrait s'y intéresser et le re-signer pour pas cher. Et pour finir en quelques secondes, un petit mot sur Jaylen Howard, notre Français. Donc il était en two-way contract la saison dernière, donc le contrat qui permet de jouer à la fois avec l'effectif premier des Blazers et en même temps en G-League. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément d'informations sur est-ce que les Blazers vont le re-signer sur un petit contrat, un minimum, ou nous, en tout cas en ce moment, on voit qu'il s'entraîne aux États-Unis. Donc peut-être il a en tout cas l'ambition de rester outre-Atlantique. Adrien, qu'est-ce qu'on peut attendre pour Jaylen? Est-ce que potentiellement une autre équipe pourrait s'aligner dessus? Est-ce qu'il irait peut-être en G-League? Comme on l'a dit juste avant, il y a un joueur de son profil qui s'appelle Wenyen Gabriel. Et pour moi, si tu en as un à garder des trois avec Swanigan et Jaylen Howard, pour moi, c'est Gabriel. Maintenant, voilà, pour moi, Jaylen Howard a montré moins de choses que Gabriel. Et je pense que voilà, la franchise a l'air de l'apprécier, ça a l'air d'être un bon gars aussi, pareil, mais voilà, je pense qu'on prendra vraiment, enfin, si en tout cas il signe à Portland, ça sera vraiment pour compléter l'effectif et non euh, parce On va que c'est avoir pas un la rôle priorité en fait, vraiment à tout jouer. Ce simplement. sera Donc, plutôt le 14e, 15e voilà, joueur. le 14 ou le 15e, ouais, même. Ouais. Je pense que ça sera juste pour compléter l'effectif. Je le souhaite, hein, parce que voilà, il y a quand même quelques belles choses. Je sais qu'il y en a dans la fanbase qui aiment bien. C'est un Français, évidemment. On aime bien le fait d'avoir un Français. En plus, c'est un super mec, Jaylen. Donc, on aimerait le garder, mais en tout cas, je pense que c'est loin d'être la priorité. Ça sera vraiment voilà, le 14e ou le 15e gars de compléter l'effectif. Et on peut donc passer maintenant, on a passé en vue tous les agents libres de Portland. On va pouvoir s'intéresser aux cibles que pourraient voir arriver les Blazers. Alors déjà, on va peut-être cibler les besoins. Alors avec Robert Covington, on en a déjà comblé, on a déjà comblé un gros manque sur les ailes. Qu'est-ce qu'il nous faudrait encore? Moi, j'ai noté de mon côté un intérieur qui peut s'écarter, type Paul Millsap, type Jay Crowder, en tout cas plutôt un ailier fort, et peut-être un backup à la main, parce qu'on a vu que l'an dernier avec Anthony Simons, c'était pas forcément très régulier tout au long de la saison. Et par exemple, il y a 2 ans, l'acquisition d'un Seth Curry, c'était plutôt bien passé. Alors messieurs, j'attends vos propositions, j'attends vos noms. On va commencer peut-être avec Florent. Donne-moi un premier nom sur lequel Portland devrait s'attarder. Ilyasova des Bucks. Ah, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Ouais, je trouve que ça peut être une bonne pioche. C'est plutôt un bon défenseur. Il est capable de shooter à distance, de s'écarter en milieu de raquette, voire il a un petit shoot à 3 points qui est tout à fait correct. Joueur d'expérience, bon joueur, pas forcément très cher en plus, il y a moyen de faire une bonne opération. Voilà, ça peut être un pari de le faire venir en poste 4. Il peut être utile, voilà, pour développer un petit peu la rotation à ce poste-là. Voilà, moi je pense que ça peut être peut-être une petite affaire. L'avantage, c'est qu'il n'est pas très très cher et je trouve que c'est un joueur intéressant. Il est aussi c'est un bon rebondeur, voilà, sans être non plus un top rebondeur bien sûr, mais il sait un peu tout faire, il est doué. Je pense que c'est peut-être un petit coup à jouer, voilà, dans les petits coups pas très chers, c'est une bonne pioche. Là il est libre du côté des Bucks, donc il y a peut-être un intérêt à le prendre, pourquoi pas. Et ce serait le remplaçant à Anthony Tolliver, lui qui provoque les passages en force comme personne. Ce sont 2 joueurs experts dans le domaine. À toi, Adrien, de nous proposer un joueur qui pourrait intéresser Portland. Alors, clairement, ma priorité, on sait qu'on a une mid-level exception à hauteur de 9,3 millions de dollars qu'on peut exercer. Si jamais on venait pas à sign and trade, etc., on a une mid-level exception qu'on pourrait exercer à hauteur de 9 millions. Moi, mes préférences, ça serait Gallinari et Jeremy Grant, mais je les classe dans les inaccessibles parce que pour moi, ils peuvent prétendre à beaucoup plus. Et dans une franchise qui est quand même beaucoup plus, qui est favorite au titre l'année prochaine, donc les Lakers pour pas les citer ou autres. Donc je les classe dans les inaccessibles, mais dans l'idéal, ça serait Jeremy Grant ou Gallinari. Et ensuite, on a créé un intérêt sur Paul Millsap. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Il a 36 ans, oui, mais c'est un joueur qui est de plus en plus fiable au shoot d'année en année.
Il sort d'une saison à plus de 40%, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois que c'est plus de 40% à 3 points, 80% au lancer. Voilà, c'est un joueur qui, voilà, tu sais ce qu'il t'apporte, qui défend quand même encore aussi, on a quand même besoin de ça. Donc voilà, on va essayer de créer tout de suite Ball sur le poste 4. J'aime beaucoup. Après, on a vu passer une info, c'est que Millsap, voilà, il va considérer les offres qu'il pourra recevoir au début de la free agency, mais il va attendre de voir comment le marché se développe et comment les effectifs se remplissent. Donc après, voilà, il ne faudra pas trop attendre et prendre le risque d'attendre la décision de Millsap sur la fin de la free agency et laisser passer des mecs comme Ilyasova, par exemple, comme vient de dire Flo, ou d'autres. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup aussi. Après Millsap, c'est Jay Crowder de Miami. Alors, est-ce qu'il peut prétendre à plus que 9 millions? Je le pense aussi. Et est-ce qu'il n'aurait pas plutôt intérêt, ou en tout cas, il est très bien à Miami, qui vient de faire une finale NBA, de rempiler avec Miami tout simplement. Mais en tout cas, voilà, moi, mes préférences, si on retire Jeremy Grant et Gallinari, qui sont pour moi inaccessibles, ça serait Paul Millsap et Jay Crowder. Parce que Jay Crowder, pour moi, tu t'en sors avec sur les ailes Jay Crowder et Covington en termes de spacing, en termes de Ça défend défense. dur, hein. Voilà, ça stretch, ça défend dur, ça shoot externe. Ça aboie, ça fait tout ce que Voilà, tu veux. tout ce que je veux en fait. On avait parlé aussi pour ceux qui étaient là sur le podcast avec Alan que moi j'aime, voilà, ce qu'on recherchait, ça serait moi en tout cas ce que j'ai dit, c'est ce que je recherchais avec le Pixels. Bon, finalement on l'a pas gardé. Ça serait un joueur dans le profil de Jay Crowder ou Covington. Si on se retrouve Day One au début de la saison 2020-2021 avec un 5 majeur, Damian Lillard, CJ McCollum, Robert Covington, Jay Crowder, Yusuf Nurkic, je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde, honnêtement. Après, ça me paraît un peu utopique parce que je pense qu'il va remplir à Miami, mais Jay Crowder, Paul Millsap, j'aime beaucoup. Alors, si vous avez d'autres noms Un peu peur à qu'il soit lire, cher. Oui, c'est soit il accepte la mid-level exception à 9,3 millions l'année, soit sinon c'est pas possible. Parce que toute sa carrière, il a quand même été souvent un C'est joueur vrai, ouais. souvent il faisait partie de la catégorie bon contrat. Et là, je pense qu'à mon avis, il va vouloir un peu se rattraper. Donc, j'ai peur qu'il soit alors, gourmand, si je ne sais pas si c'est le terme, mais je pense qu'il soit envieux d'enfin signer un gros contrat parce que ça fait plusieurs années qu'il est très rentable pour ses franchises. Donc, j'ai peur. Alors, sportivement, moi, je serais ravi de l'avoir, hein, parce que comme tu dis, ça ferait un très très bon duo Covington-Crowder, mais j'ai peur que ce soit un peu au-dessus de nos moyens et j'ai peur en plus qu'il aille vraiment dans la franchise qui lui fera le plus gros chèque. alors, je ne sais pas si vous avez d'autres noms à me citer. Sinon, moi, j'ai une petite liste à côté de moi. Et on peut discuter de ces noms. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup aussi, c'est Serge Ibaka. Alors après, encore une fois, hein, moi j'ai cité des noms, Jeremy Grant, Gallinari, Millsap, Crowder, Ibaka, c'est des joueurs qui vont forcément être courtisés et on sera peut-être pas les favoris dans la course, mais Ibaka c'est un joueur qui peut décaler qui peut jouer 4 et qui peut jouer 5. On l'a dit, moi j'étais pas forcément fan de re-signer Whiteside, mais tu as quand même besoin pour moi d'un pivot derrière Collins et Nurkic, c'est des joueurs déjà qui sont des joueurs à risque au niveau des blessures et qui en plus sur le terrain sont des joueurs qui commettent beaucoup de fautes. Donc tu as besoin quand même pour troisième larron qui peut t'apporter du solide tout de suite et Ibaka qui peut être fuyant et qui peut stretch aussi 4. Moi j'aime beaucoup à mid-level exception. Moi je lui donne perso en tout cas, mais après voilà, c'est pas ma piste préférentielle, mais Ibaka c'est un joueur que j'affectionne aussi. On remarque que tu as des goûts de luxe, Adrien, pour Ouais, les c'est ça. Blazers. Un Tu veux peu la trop, crème de mais la crème. il faut, c'est ça. Et toi, Florent, tu avais encore un autre nom qui te venait en tête? C'est vrai que des Ibaka ou des Millsap, ouais, ça serait super, mais je pense que ça va être compliqué. Mais pour rejoindre Adrien, c'est vrai qu'il faut, je pense, prioritairement un joueur qui fasse 4-5 ou 3-4. Je pense que sur les autres postes, on a plutôt ce qu'il faut. Peut-être prioritairement un joueur qui fasse 4-5, donc tabler là-dessus. Toujours un peu dans les petits. Moi, je vous fais des fonds de tiroir, hein, mais Ilyasova plus Chris Boucher, par exemple, ça peut être deux joueurs qu'on peut même acquérir les deux. Qui jouent à Toronto. Pareil, c'est une sorte de Juan Gabriel. Très énergiseur. Alors lui, par contre, offensivement, c'est clairement autour du cercle que ça va jouer. Mais voilà, c'est intéressant. Ça fait partie de ces gars qui doit
qui doivent pas être trop chers, qui seront bien contents d'avoir un contrat. Je suis pas sûr que les Raptors vont pouvoir lui en proposer un parce que aussi ils ont beaucoup de signatures à venir. Donc peut-être pourquoi pas, voilà, un bon soldat qui se bat pas mal au rebond, parce que ça aussi c'est quand même une petite faiblesse chez nous, c'est le rebond. Donc si on pouvait avoir des profils plutôt gobeurs de rebond, ça serait pas mal. Mais voilà, ça fait partie des petites annonces plutôt sympathiques. Sinon il y avait Mason Plumlee, mais là aussi je pense qu'on est un petit peu trop cher. Mais ça pourrait être un joueur intéressant. Ouais, après, moi, j'ai parlé vraiment pour les joueurs que je pensais au niveau de la mid-level exception à 9 millions. Après, si tu veux aller chercher des joueurs à beaucoup moins cher, moi, de toute façon, il faudra aller en chercher. Moi, j'aime bien le profil de Aaron Baines. Alors, je pense Oui. il peut prétendre à plus que 3-4 millions l'année, mais Aaron Baines dans la rotation derrière un Nurkic et Collins, moi, j'aime beaucoup Aaron Baines. Il nous a fait beaucoup, beaucoup de mal aussi quand on avait joué les Suns. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'il avait mis plus de 30 points. Je sais pas combien de 3 points il avait mis sur la tête de Whiteside. C'est un joueur qui peut stretch aussi, donc moi, j'aime bien. Sur le poste 3, j'aime bien Derrick Jones Jr. À Miami, qui shoot, qui défend. Je pense il sera pas trop ambitieux ni gourmand. Donc Mais il peut voilà, être j'aime bien sur le convoité. poste 5. Ouais, qui peut être convoité aussi, bien sûr, mais voilà, de toute façon, je pense qu'il faut se positionner, il faut exclure aucune piste. Pourquoi pas Harry Giles en troisième pivot. Harry Giles aussi, j'aime bien. Et sur le poste 3, James Ennis, peut-être, pourquoi pas. Alors, ça t'offre moins de stretch que les Jay Crowder ou d'autres noms que j'ai cités avant. CJ Miles, ça ferait un troisième CJ dans l'effectif. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Lilian? Oui, non, c'est des pistes très intéressantes. Moi, alors petite précision pour Chris Boucher. J'ai regardé pendant que vous étiez en train Oui. de débattre. Les Raptors ont un droit sur lui, c'est-à-dire que si il a une qualifying offer à 2 millions, donc les Raptors pourraient s'aligner si une franchise lui propose ça et s'il souhaite le conserver. Ouais, c'est vrai. Mais après, ils ont beaucoup de gros contrats à régler et ils vont Oui, ils ont devoir lâcher notamment un peu à Fred droite à VanVleet, gauche. donc ils ont d'abord d'autres chats à fouetter. Sur les petits noms que j'avais notés, notamment sur les ailes, je trouve qu'il y a pas mal de monde à aller chercher pour pas très cher. Après, ce sera des joueurs aussi qui seront convoités et qui auront en viseur des équipes qui jouent le titre, mais on a des joueurs comme Solomon Hill, Wayne Ellington, Josh Jackson, Courtney Lee, pourquoi pas, qui sont tous des joueurs un peu dans le même profil, c'est-à-dire qui jouent sans le ballon, qui tirent à 3 points et qui défendent plus ou moins selon les profils, qui serait intéressant à une valeur de 3-4 millions l'année, je pense. Est-ce qu'il y a un nom parmi ceux-là qui vous intéresse plus particulièrement? Courtney Lee, Moi, je suis pas fan. c'est pas inintéressant. Hmm. Ouais. Ouais, c'est des joueurs qui n'ont pas besoin du ballon. Moi, j'aime bien Courtney Lee. Solomon Hill aussi dans un profil un peu similaire. Je suis moins fan de Josh Jackson qui t'apporte moins de garanties au niveau du stretch parce que ça shoot moins. Qui t'apporte des Euh, problèmes hors terrain aussi? ouais, aussi. Courtney Lee, ouais, pourquoi pas, faut voir ce qu'il devient. Pour revenir juste sur Benz que j'aime aussi beaucoup, j'ai juste un bémol. Est-ce qu'il est pas, il a une petite absence de polyvalence. C'est-à-dire que lui, c'est quand même un pur 5. Hein. Ouais. Pour moi, c'est le petit. Alors, je suis comme toi. Hein, je trouve que il fait partie un peu de ces gros gaillards, ces bûcherons très utiles et très efficaces. C'est ma seule petite crainte, c'est que lui, par contre, c'est vraiment un 5-5, quoi. Et que C'est un 5-5, mais tu vois, s'il se retrouve dans la rotation, tu peux l'aligner à Zach Collins qui peut lui stretch en 4 aussi, tu vois. ouais, oui. Zach Collins, lui, peut occuper les deux postes et même Baines peut tirer à 3 points, mais voilà. Moi, en tout cas, pour moi, il nous faut un autre big derrière Zach et Nourk. Ouais, il faut soit un 3-4, soit un 4-5 parce que on a une petite faiblesse dans ce jeu-là. Et puis Collins, bon, c'est sympathique, mais bon, on espère qu'il franchisse un cap, mais il est plus juste en dessous du cap plutôt que juste au-dessus. Mais pour être un peu sévère avec lui. Mhm. On sait il est free agent aussi l'année prochaine, Zach Collins, donc ça serait bien pour lui qu'il fasse une grosse saison. Hein. On l'espère pour nous, oui. Et surtout qu'il Après, arrête enfin, comme Nurkic chez Collins pour Portland, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut que leurs intérieurs soient en bonne santé. Et c'est ça, ouais. c'est pour ça qu'il nous faut quelqu'un à l'intérieur. Même un poste 5, je pense que ça serait pas forcément dérangeant parce que au cours de l'année, j'ai envie de dire, inévitablement, ils auront des pépins physiques. Ils en ont toujours. Nurkic va toujours louper 10-15 matchs. Collins, pareil. On espère que ce sera pas le cas cette année.
mais depuis qu'ils sont en tout cas dans la ligue, c'est en tout cas ce qui se répète. Pour finir sur les cibles, est-ce que Portland cette année irait chercher un backup à la main? On a vu que l'an dernier, quand Fernie Simon, ça s'est pas forcément super bien placé, notamment en termes de gestion de la seconde unit. Est-ce que vous auriez en tête là des cibles à la main qui seraient pas très chères et qui rechercheraient des équipes? Il y a le nom de Shabazz Napier qui revient chaque année ou presque, parce que chaque année il est free agent. Mais est-ce que vous auriez d'autres noms à soumettre à nos auditeurs qui seraient intéressants pour Portland? Alors moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup sur le poste de point guard. Après, le mythe du meneur autour de Dame, moi, j'y crois pas, perso. T'as cité le profil de Seth Curry, c'était pas un meneur, voilà, c'est pas un mec qui avait la balle en main. On sait que voilà, Stotts aime toujours avoir soit CJ, soit Dame balle en main, donc c'est toujours des mecs qui sont. Mais après, on a vu que la seconde unit l'année dernière, c'était quand même très pauvre. Donc On va plus dire un troisième garde pour apporter des points, ouais. du scoring. Voilà, comme tu l'as dit, Seth Curry, il gérait pas totalement la main, mais il apportait une régularité avec son tir à 3 points, de temps en temps ses petits flotteurs. Il apportait une certaine régularité au scoring qu'avec Simon, s'il n'y avait pas forcément soir après soir. Ouais, après, dans l'idée, moi, je suis pas totalement contre un meneur gestionnaire, même si j'aime beaucoup Anthony Simons. Je suis je suis fan de ce joueur-là et je pense que c'est la saison où il va exploser. Mais dans l'idée, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Didier Augustin. On m'a dit qu'il fait toujours du très bon taf, qui rend ses shoots ouverts, qui est un meneur d'expérience et moi, j'aime beaucoup Didier Augustin. Mais après, je pense qu'il peut prétendre à bien plus que ce que je ne serais, enfin, en tout cas, ce que je souhaite qu'on lui offre. Donner 9 millions à Didier Augustin, moi, je lui donne pas. Mais je pense qu'il peut prétendre à beaucoup mieux, voilà, c'est ça. Après, il y a Jeff Teague, Trey Burke. Et toi, Florent, tu as d'autres noms pour un éventuel autre guard à Portland? Pourquoi pas le retour d'Evan Turner, qui est sans contrat? Non, merci. Oui, pourquoi pas. Ou Wesley Matthews, on en a parlé. Pourquoi pas. Je crois qu'il est free agent, donc pourquoi pas un retour de Wesley Matthews. Mais non, un des noms. Le problème, c'est que les meneurs, c'est aussi assez cher, ça, par contre, sur le marché. Donc ça va être compliqué. Mais c'est ça en fait. Est-ce que Chris Dunn est plus ou moins dégagé des Bulls, pardon. Ça peut être par exemple un profil intéressant. Alors, on n'est pas dans le scoring, mais... voilà. On n'est pas dans le scoring, mais après ça peut être bien aussi d'avoir justement un meneur dans un autre registre. Pourquoi pas? Ça peut être en plus il est quand même relativement jeune, il doit avoir 25-26 ans. Mais Chris Dunn, peut-être un peu abandonné par les Bulls, ça peut être une bonne chose. Austin Rivers dans un autre registre, pourquoi pas, mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué, mais à voir. Mais j'ai peur que ce soit pas dans les priorités de la franchise. Je pense qu'ils font confiance au duo actuel, avec certes je suis d'accord avec Adrien, avec les critiques, les déceptions qu'on peut avoir un petit peu, mais je pense que ils comptent là-dessus, ils comptent sur le développement de la jeunesse et je suis pas sûr que ce soit dans les plans vraiment de recruter un meneur. Je pense aussi, ouais. Et après, sur le poste de pivot, il y a un joueur qu'on n'a pas cité. Et moi, je pense que c'est pas impossible qu'on aille tenter le pari, c'est DeMarcus Cousins. Moi, je pense que si. Alors après, je connais pas du tout son. Ouais, voilà, c'est ça en fait, l'effet que fait DeMarcus Cousins. Mais je pense que voilà, s'il accepte de signer au minimum, bah moi perso, je vais le chercher. Après, voilà, est-ce que tu prends le risque, est-ce que tu prends pas le risque? Moi, j'aime bien l'idée. Il a le même âge que Nurkic, il s'entend très bien avec Dame. Faut voir son état de forme, faut voir ce qu'il est prêt à faire comme concession. Mais moi, je dis que c'est pas impossible que DeMarcus Cousins soit la surprise importante pour cette free agency. Et après, sur les pivots, on n'avait pas cité non plus Marc Gasol, il faut voir ce que ça vaut, et Nerlens Noel. Mais en tout cas, sur le poste de point guard, ouais, moi je suis comme Flo, je pense que c'est pas la priorité. Mais voilà, après, faut voir qu'est-ce que t'en penses, toi, Lilian, sur le poste de meneur. Ouais, clairement, ça va pas être on va pas allouer la mid-level pour un meneur, ça c'est clair et net. C'est juste qu'il y a une opportunité, un joueur à 2-3 millions. Je pense qu'on devrait s'y attarder. Et Adrien, tu as fait une magnifique. Et sur Cousins? Et je voulais justement en parler.
Parce Ah. que, en fait, je voulais vous prendre de court, mais Ok. voilà, Ah bah. l'effet de surprise est gâché. Je voulais vous demander quelle serait un peu la hot take de Portland pour cette free agency. Et donc, je pense que Cousins, c'est une belle hot take. Je pense si Ouais. c'est un beau Ouais. pari. Est-ce que toi, Florent, tu aurais aussi un pari là qu'on n'aurait pas forcément imaginé ou un prospect un prospect, je suis encore dans la draft, mais un joueur dont on a parlé, qu'on dirait, voilà, par exemple, les joueurs un peu de luxe, comme Ibaka ou Jeremy Grant, quel est le coût que pourrait réaliser Portland sur cette free agency? De Marcus Cousins, ça compte double, hein, quasiment. Mais, non, mais C'est pourquoi la pas? grosse cote. C'est la grosse cote. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est un défi, c'est un qui tout. Après, on l'a fait avec Carmelo Anthony. Au final, je pense qu'on est plutôt content. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que même s'il est à 50% de ce qu'il était autrefois, ce sera déjà très bien. Moi, j'avais trouvé quand même que quand on l'avait revu sur le terrain, il pêchait un petit peu assez rapidement, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est un coup à tenter. Au pire, on peut commencer par un petit contrat, même un two-way contract, ou un day-to-day, un truc comme ça, quoi. Et puis, on n'avait pas commencé d'ailleurs comme ça avec Melo au début. Si, c'est ça. Si, Sur 10 jours. Ouais, sur 10 jours, on tente un coup comme ça, quoi. On regarde ce que ça fait, et puis si ça fonctionne, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un coup à tenter, un coup de folie, mais en même temps, il a 30 ans. On a besoin de son profil. Il avait été autrefois très bon. Alors c'est vrai qu'il ressort de loin, mais non. J'avais pas pensé, mais ça c'est moi qui fais les fonds de tiroir. Là, tu fais les fonds de l'infirmerie. C'est Mais mon pari, ouais. Après l'infirmerie, ouais. mais non, c'est astucieux là. Tu commences à me titiller l'esprit. Ouais, mais de toute façon, l'infirmerie, ça nous connaît, hein. Je pense qu'on a eu du monde qui est passé par les infirmeries et qui a lui chuter 2, 3 mots dans l'oreille. Non, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que, enfin, autour de DMC, et qui me fait penser que c'est pas impossible, c'est que Nail Olch, quand il a un joueur dans le viseur, généralement, il le rapatrie 3 ou 4 années plus tard. J'ai vu qu'avec Enes Kanter, il s'était positionné quand il était free agent, finalement, on l'a récupéré 2 ou 3 années après. Ezonia, quand il signe à Onyx, on était sur lui aussi. Melo, on a essayé de le faire plusieurs fois avant qu'il revienne Covington après. aussi. Covington, il y a plein de joueurs comme ça. Millsap, qui va peut-être. En tout cas, c'est la seule vraie info qu'on est très intéressé par le joueur. Millsap, quand il était free agent en sortie d'Atlanta, on était très très chaud sur lui. Moi, je pense qu'on était aussi. Et du coup, Neilochi était intéressé pour une année pour récupérer Cousins contre Nurkic, je crois, où il y avait un truc comme ça. Et c'était sur le point de se faire, mais ça ne s'est pas fait parce que Cousins et Nurkic ont le même âge. Mais je pense que Neilochi, voilà, quand il a un joueur dans le viseur, généralement, même si on l'a pas l'été ou au moment où il a envie de le faire, il arrive à Portland 3-4 ans après. Et voilà, avec le cas Melo, avec le cas Rodney Hood ou avec d'autres joueurs qui ont pas forcément réussi dans d'autres franchises, qui ont été un peu traînés dans la boue, qui galèrent un peu avec des blessures ou autres, qui arrivent dans ce collectif-là. Alors après, ça peut paraître prétentieux, mais tu as l'impression quand même, voilà, il y a un truc qui se passe à Portland où tu as quand même une certaine sérénité au niveau du management. Voilà, c'est le front office avec Nelolchi, avec Terry Stott qui sont là qui vont entamer leur 9e saison maintenant à Portland. Damian Lillard qui est là depuis très longtemps. Il y a quand même une structure. J'ai l'impression que voilà, on a un bon environnement pour relancer des joueurs. Et je pense que en tout cas, moi, des Marcus Cousins, le pari, je le tente. Faut voir ce que tu vas prendre avec ta mid-level exception. C'est-à-dire que si voilà, tous les joueurs, toutes tes priorités, elles sont parties. Mais là, par contre, tu ne vas pas te tenter des gros coups et tu vas assurer avec plusieurs joueurs moyens. Mais si tu arrives, par exemple, à finir un Millsap, pour moi, tu peux aller tenter un joueur comme des Marcus Cousins après. Moi, tu m'as convaincu. Bon, bah, j'avoue que tu m'as hypé de fou sur le truc. J'ai un autre petit nom à la con, tant qu'on parle de revenants. Il y a Enes Kanter qui est dispo. Non, il a re-signé, je crois. Il a re-signé? Ouais, il a re-signé avec Boston. Très bien, c'est très bien parce que je n'en voulais pas. Mais, mais les fans des Celtics non plus, je pense. Ouais, ils peuvent nous prêter. Hein. Mais non, en tout cas, là, je suis hypé là, pour des Marcus Cousins. Là. Il faut que ça se fasse. Eh ben, on va voir si nos auditeurs seront aussi hypés que nous le sommes. Moi aussi, j'avoue que ça me tente bien, Cousins, si on peut l'avoir pour pas cher. Donc, c'est sur cela qu'on va conclure notre preview de la Free Agency 2020.
Donc ça va. Si ça se très fait, c'est magique quand même. Hein. Si Cousins s'est annoncé à Portland, c'est magique quand même. Ah, ça serait beau. Mais est-ce qu'on va pas t'accuser de tampering? C'est ça qui m'inquiète si ça se fait. Et oui, parce qu'aux États-Unis, ça commence seulement à minuit, le fait qu'on a le droit de parler avec les joueurs. Donc là, attention, Adrien, tu mets le Readcast en grand danger. Pose ton téléphone. C'est ça. Donc on vous invite bien sûr comme d'habitude, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Pour Adrien, @BlazersFR, pour Florent, The Pendant Line, et @BlazersFrance pour moi-même. Même réflexe pour les plateformes de podcast, ainsi que pour YouTube, notre nouvelle plateforme. Et on a vu que ça vous a beaucoup plu, que le Ripcast soit désormais sur YouTube. Donc on vous dit à très vite. Et puis on se donne rendez-vous début décembre pour analyser la Free Agency de Portland, et on verra si les Blazers auront tenté le pari DeMarcus Cousins, la hot take d'Adrien. Et on vous dit à très vite. Bye bye. Let's go Ciao, ciao. Blazers.